Bonjour. Au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin d'accompagnant et aussi dans ma vie, il y a quelque chose qui se manifeste et qui devient plus clair. Au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que mon plus grand défi devient plus ou moins ma spécialité. C'est-à-dire que de plus en plus, j'accompagne des couples, des hommes par rapport à leur couple, les femmes par rapport à leur couple, de personnes qui ne sont pas en couple mais qui souhaitent être en couple et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Et le profil de ces personnes sont quelque part systématiquement les mêmes. Les femmes qui ne comprennent souvent pas pourquoi l'homme ne reste pas ou pourquoi elles ne trouvent pas un homme à sa taille, si on peut dire comme ça, à son niveau, qui ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas choisie. Des hommes souvent désemparés, plus que les femmes, si je peux généraliser. De toute façon, mes généralisations correspondent qu'à mon expérience, et mon expérience est forcément par rapport à ce que je vis moi aussi. Donc des hommes désemparés qui ne comprennent pas pourquoi leurs femmes n'ont plus de désir pour eux, pourquoi elles ne cherchent plus à être avec eux, pourquoi leur motivation baisse, des célibataires qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas choisis, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça fait si longtemps qu'ils sont seuls. Dans ma propre vie, bien évidemment, ma relation à ma compagne, c'est un énorme défi. Je me rends compte au fur et à mesure que j'avance sur ce chemin du couple que c'est très très complexe. Si je croyais mes enseignants de l'enfance, si je croyais ce qu'on me disait, ça devrait être très simple. Je tombe amoureux d'une femme, une femme tombe amoureuse de moi. Nous faisons des enfants ensemble, nous construisons une maison. Et ça devrait le faire. Mais non. Il y a vraiment de plus en plus de choses qui rentrent en compte. J'en ai fait plusieurs vidéos, mais j'aime bien revenir un peu dessus. Parce que il y a, de mon point de vue, c'est un peu fort comme je le dis, mais une véritable guerre des sexes, une guerre inconsciente. Deux animaux complètement différents, l'homme et la femme, qui se ressemblent d'une certaine manière, puisque nous sommes tous des êtres humains, mais qui vivent de manière générale pas les mêmes scénarios, toujours généralisés, c'est-à-dire les femmes ont plutôt, je dirais, manqué de père, de manière traditionnelle bien sûr, manqué de père qui allait au travail, ou qui ont plutôt été remplacés par un frère, puisque les garçons sont souvent dans une famille plus appréciés ou ont plus de valeur quelque part, que ce soit conscient ou inconsciemment, qui ont souvent perdu leur place, donc les femmes. Ok, il y a des scénarios multiples, mais de manière très généralisée. Donc les femmes qui ont plutôt manqué de père, ont plutôt eu une place inférieure, et les hommes très souvent qui ont été annexés, comment dire, pris par leur mère pour remplacer l'homme manquant. Oui, ça se complète les scénarios, mais ça fait que pour l'homme, quoi qu'il en soit, le scénario de base de sa vie est différent que pour la femme qui a tout un autre scénario, et qui fait que même si le nom de leurs blessures sont le même, elles se manifestent
pas de la même manière. Et quand l'homme et la femme vont se rencontrer avec à la base un énorme manque de vie, hein, bien sûr, un manque existentiel par rapport au fait qu'ils ont été coupés de leurs origines, de leurs sources, et qu'ils reportent tout ce manque sur quelqu'un du sexe opposé, cette envie de remplir ce vide. Plus aussi, je pense, le besoin animal de procréer, qui vient donc du cerveau reptilien, d'entretenir l'espèce. Ça fait beaucoup de poussées pour se retrouver, pour se chercher. Et se tomber amoureux est vraiment, mais vous le savez tous, est une sensation, première vue, très agréable. Si on regarde un tout petit peu, en tout cas, de mon point de vue, si je regarde un petit peu plus près, c'est une souffrance. Parce que dès que la personne n'est pas là, ou que je commence à douter, ou que ça diminue un tout petit peu, je commence à mettre en souffrance. C'est l'espoir qui fait vivre, en quelque sorte. Et très rapidement, et j'en parle dans des vidéos, la vidéo par exemple où je parle de l'amour et l'indépendance, très rapidement, le couple se rend compte que, non, il ne se rend pas compte en fait, mais le côté fusion diminue, puisque on ne peut pas se remplir avec l'autre. L'autre n'est pas fait pour me remplir. Le couple n'est pas fait pour ça. Donc ça fait encore une chose qui rend le couple compliqué. Pas seulement l'envie d'être ensemble, mais que dans le fond, en tant qu'être spirituel, l'objectif d'être ensemble, ce n'est pas uniquement la procréation. Ce n'est pas uniquement pour créer une famille et vivre heureux pour le reste de nos jours. La notion de vide qui crée la notion de tomber amoureux, qui donne cet espoir, qui donne... Et tous ces envies ensemble ont pour moi, de mon point de vue, qu'un seul but. C'est que nous apprenons à faire un ensemble, que nous faisons ce chemin de tissage de liens, de tissage de l'amour, qui permet de s'approcher chacun de qui on est vraiment, de qui nous sommes vraiment. Et sur ce chemin, waouh, il y a beaucoup d'embûches. Mais si je ne change pas dans ma tête le paradigme, je pense que ça s'appelle, l'idée que j'ai du couple, ça ne pourrait pas marcher. Et si je ne sors pas comment dire, de l'illusion que la sensation de tomber amoureux, c'est l'amour, que je peux remplacer avec un autre comme mon partenaire, c'est-à-dire avec des enfants qu'on fait. Et si je ne sors pas de cette remplissage avec l'autre, cette recherche frénétique de remplir, et si je ne sors pas, si je ne cherche pas à sortir de mes blessures non plus, mais le couple ne peut pas marcher à mon avis. Et dans ce cas-là, nous avons un homme et une femme qui chacun cherche à remplir son enfant blessé face à un autre, donc deux personnes face à face qui ne se sentent pas entendues, pas rejoints, pas compris. Et de deux côtés, la colère monte. Et comme j'ai déjà mentionné, chaque sexe a beaucoup de raisons d'être en colère.
Le scénario, en gros, je l'ai déjà dit, les hommes ont perdu la connexion à leurs besoins en voulant plaire et obéir à leur mère, se sont plus tard mis au service d'une partenaire éventuelle, qui, elle, au début, par manque de père, est ravie, mais très rapidement se rend compte que son partenaire, son homme, n'a pas de structure interne et passe à travers d'elle pour beaucoup de choses. Du coup, les femmes ne se sentent pas en sécurité, ne se sentent pas aimées non plus, puisque l'homme est beaucoup plus porté sur la sexualité, de manière générale encore une fois, que les femmes, se sentent souvent utilisées, mal aimées, non soutenues, pas en sécurité, et beaucoup se tournent vers un enfant, vers l'enfant du couple, ou vers notre partenaire, ou abandonnent simplement l'idée que ça peut marcher. Et les hommes ont de la colère qui vont manifester avec d'autres hommes, puisqu'ils ne savent pas vraiment d'où ça vient. Les femmes recherchent depuis un certain temps à nouveau leur puissance, et dans l'espace entre l'homme et la femme, de mon point de vue, au lieu de trouver sa puissance à côté de la puissance de l'homme, elle se glisse inconsciemment dans le territoire de l'homme en imitant son pouvoir qui se manifeste à travers d'un féminisme, comment on appelle ça, qui se manifeste à travers des femmes qui sont plutôt amazones, qui réclament, qui revendiquent leur droit d'exister, comment dire, de leur droit de prendre leur place et tout ça, que je comprends tout à fait, qui est logique, mais qui, de mon point de vue, par manque de connexion avec leurs origines, ont imité ce qu'elles ont vu chez les hommes en voulant reprendre leur place. Et on trouve donc du coup deux êtres, je dirais, d'emblée en conflit dans le même territoire. Dans le territoire, quelque part, de l'homme. Et ça ne peut pas marcher, puisque du coup ça fait, de mon point de vue encore une fois, que la femme, avec le pouvoir qu'elle a sur l'homme, ce pouvoir que les hommes ont l'habitude d'obéir à la mère, ça crée chez les femmes un pouvoir dont elle ne se rend pas nécessairement compte, qui fait qu'elle n'a qu'à exprimer ce dont elle a besoin. Et l'homme, déjà par anticipation, va obéir. Oh, il y a plein de choses différentes. Quand je fais mes conférences là-dessus, il y a des gens parfois qui disent « je ne suis pas d'accord avec toi », tout ça. Et si je rentre un tout petit peu dans le scénario de la personne, dans l'histoire de la personne, on se rend compte que c'est bien ça, mais ils sont quelque part dans le scénario et ça donne l'impression que c'est autre chose, mais c'est la même chose, mais c'est un endroit particulier de le scénario. Certains disent par exemple « oui, mais au contraire, mon mari, il est très violent. » Mais dans ce cas-là, justement, dans le scénario, cet homme qui se trouve avec une femme inconsciemment dominatrice commence à porter cette colère vers la femme. Et il y a des hommes qui sont très en colère et qui donc font du mal aux femmes. Et à mon avis, ça vient de ça inconsciemment. Ça vient de cette colère qui a grandi à l'intérieur d'eux et qui, à mon avis, de par la culture ou l'histoire, prend une certaine forme. Donc les femmes se trouvent souvent dans le même territoire des hommes, et on trouve donc des femmes très young,
comment faire? La grande solution, de mon point de vue, se trouve dans le fait que chacun, homme et femme, devrait se connecter à sa puissance naturelle, sortir du pouvoir, sortir de la notion de vouloir changer l'autre, ce qui est un peu, à mon avis, le cas. Nous cherchons tous, quelque part, consciemment ou inconsciemment, à changer nos partenaires. Il n'y a rien qui n'est pas intéressé. De mon point de vue, on cherche tous à remplir ce vide existentiel. Et pour ça, c'est plus facile de chercher à changer l'autre. Et c'est une forme de manipulation. Moi, je me rends bien compte que je manipule mon partenaire. Et je peux bien comprendre que beaucoup de femmes parlent de manipulateurs pervers, narcissiques si on veut. Oui, je suis un manipulateur. Et on peut s'imaginer que c'est pervers et on peut s'imaginer aussi que c'est narcissique. Mais je pense que nous le sommes tous. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui ne cherche pas, consciemment ou inconsciemment, à manipuler un partenaire, un ami, un collègue de travail, un voisin, pour obtenir ce qu'il a besoin. Juste par sa manière de parler, par sa manière de sourire, peut-être même dans sa manière d'écouter. Donc cette notion de manipulation, elle est là. Et pour moi, hommes et femmes doivent sortir de cette volonté de vouloir changer l'autre et de vouloir se battre avec l'autre. Ce n'est pas là où se trouve la solution. Pour moi, quand j'accompagne des gens, et comme je dis, ça n'engage que moi, hein, je fais que partager mon expérience. Quand j'accompagne des femmes, je vois très très bien qu'elles sont dans une situation impossible à l'endroit où ils sont. Elles doivent quitter cet endroit et entrer dans leur territoire. Et je vois très très bien que certaines femmes viennent vers moi parce qu'elles ont besoin de cette résistance, semblerait-il, que j'oppose. C'est vrai, je me sens de plus en plus puissant et je n'ai pas peur des femmes. Même pas inconsciemment, je pense. Donc je peux les aider à quitter ce territoire qui n'est pas le leur. Oh, c'est pas pour toutes les femmes. Et ce scénario je le vois quasiment tout le temps autour de moi, puisque je le vis forcément. Et les hommes, ils doivent prendre place dans leur territoire. Quelque part, les hommes doivent apprendre à prendre leur territoire et faire en sorte que la femme peut quitter ce territoire. Parce que si l'homme ne prend pas sa place, comment veux-tu que la femme s'abandonne? Donc prendre cette place de chacun dans son territoire, dans ce territoire qui est complémentaire, l'accueil et, comment dire ça, l'action, le chasseur et celle qui garde la caverne, c'est complémentaire. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être interverti, mais chacun a une facilité. Et de mon point de vue, doit apprendre comment investir sa puissance. Et c'est de plus en plus mon travail, je me rends bien compte. Parce que pour que les couples se réunissent, elles doivent comprendre, chacun doit comprendre quelle est sa place d'emblée, en plus quel est sa potentiel qui peut se développer là-dedans. Alors comment faire ça dans un couple? Alors il y a toute une série d'outils possibles. Mais la toute première chose, c'est la compréhension bien sûr. Mais la toute première outil à mettre en place, c'est de créer un cadre de communication. J'ai récemment entendu parler d'une très belle technique qui sauve beaucoup de couples. Et si vous avez besoin de connaître quelqu'un de très bien, je peux vous en parler, il est ici à Aix-en-Provence. C'est une technique qui s'appelle Imago. Et je me rends bien compte que, ok, je ne connais pas bien la technique, mais j'ai compris un tout petit peu. Et je vois très très bien que le mélange d'imago, de communication non violente, de cette notion de territoire, de cette notion de puissance de chacun, ces techniques de communication violente et imago ensemble permettent
de créer le cadre qui fait que chacun peut entendre l'autre, peut entendre de quelle manière l'autre cherche à combler le manque de son enfant blessé. Et à partir de là, une fois que cette structure d'écoute a été faite, et cette écoute empathique, cette compréhension profonde, tout en peut-être transformant aussi l'objectif du couple, c'est-à-dire pas cette notion de se combler réciproquement, mais cette notion de se réparer et évoluer ensemble. Mais avec une bonne technique de communication, ça devient possible. Et je suis persuadé que n'importe quel couple, dans n'importe quelle situation d'échec ou de difficulté, de détresse, est sauvable. Je suis persuadé que tant que les deux partenaires ont tous les deux encore envie que ça marche, ça peut marcher. La technique d'Imago est connue pour le fait de sauver des couples. Et je pense que parce qu'à la base, la technique permet d'entendre. Et à partir du moment qu'on peut entendre, dans le cadre de l'écoute, on peut mettre n'importe quel sujet à développer afin que le couple regarde quelque part dans la même direction, a les mêmes outils et apprend comment chacun peut prendre sa place et développer son potentiel. Non pas en mangeant l'autre, mais en accompagnant l'autre. C'est ce que je dirais maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. À très très bientôt. Au revoir. Pas seulement l'envie d'être ensemble, mais que dans le fond, en tant qu'être spirituel, l'objectif d'être ensemble, ce n'est pas uniquement la procréation. Ce n'est pas uniquement pour créer une famille et vivre heureux pour le reste de nos jours. La notion du vide qui crée la notion de tomber amoureux, qui donne cet espoir, qui donne... Et tous ces envies ensemble ont pour moi, de mon point de vue, qu'un seul but. C'est que nous apprenons à faire un ensemble, que nous faisons ce chemin de tissage de liens, de tissage de l'amour, qui permet de s'approcher chacun de qui on est vraiment, de qui nous sommes vraiment. Et sur ce chemin, waouh, il y a beaucoup d'embûches. Mais si je ne change pas dans ma tête le paradigme, je pense que ça s'appelle, l'idée que j'ai du couple, ça ne pourrait pas marcher. Et si je ne sors pas comment dire, de l'illusion que la sensation de tomber amoureux, c'est l'amour. Bonjour. Au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin d'accompagnant, et aussi dans ma vie, il y a quelque chose qui se manifeste et qui devient plus clair. Au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que mon plus grand défi devient plus ou moins ma spécialité. C'est-à-dire que de plus en plus, j'accompagne des couples, des hommes par rapport à leur couple, les femmes par rapport à leur couple, de personnes qui ne sont pas en couple mais qui souhaitent être en couple et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Et le profil de ces personnes sont quelque part systématiquement les mêmes.
les femmes qui ne comprennent souvent pas pourquoi l'homme ne reste pas ou pourquoi elles ne trouvent pas un homme à sa taille, si on peut dire comme ça, à son niveau, qui ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas choisie. Des hommes, souvent désemparés, plus que les femmes, si je peux généraliser. De toute façon, mes généralisations correspondent qu'à mon expérience, et mon expérience est forcément par rapport à ce que je vis moi aussi. Donc des hommes désemparés qui ne comprennent pas pourquoi leurs femmes n'ont plus de désir pour eux, pourquoi elles ne cherchent plus à être avec eux, pourquoi leur motivation baisse, des célibataires qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas choisis, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça fait si longtemps qu'ils sont seuls. Dans ma propre vie, bien évidemment, ma relation à ma compagne, c'est un énorme défi. Je me rends compte au fur et à mesure que j'avance sur ce chemin du couple que c'est très très complexe. Si je croyais mes enseignants de l'enfance, si je croyais ce qu'on me disait, ça devrait être très simple. Je tombe amoureux d'une femme, une femme tombe amoureuse de moi, nous faisons des enfants ensemble, nous construisons une maison, et ça devrait le faire. Mais non. Il y a vraiment de plus en plus de choses qui rentrent en compte. J'en ai fait plusieurs vidéos, mais j'aime bien revenir un peu dessus. Parce que il y a, de mon point de vue, c'est un peu fort comme je le dis, mais une véritable guerre des sexes. Une guerre inconsciente. Deux animaux complètement différents, l'homme et la femme, qui se ressemblent d'une certaine manière, puisque nous sommes tous des êtres humains, mais qui vivent de manière générale pas les mêmes scénarios, toujours généralisés. C'est-à-dire, les femmes ont plutôt, je dirais, manqué de père, de manière traditionnelle bien sûr, manqué de père qui allait au travail, ou qui ont plutôt été remplacés par un frère, puisque les garçons sont souvent dans une famille plus appréciés ou ont plus de valeur quelque part, que ce soit conscient ou inconsciemment, qui ont souvent perdu leur place, donc les femmes. Ok, il y a des scénarios multiples, mais de manière très généralisée. Donc les femmes qui ont plutôt manqué de père, ont plutôt eu une place inférieure, et les hommes très souvent qui ont été annexés, comment dire, pris par leur mère pour remplacer l'homme manquant. Oui, ça se complète les scénarios, mais ça fait que pour l'homme, quoi qu'il en soit, le scénario de base de sa vie est différent que pour la femme qui a tout un autre scénario, et qui fait que même si le nom de leurs blessures sont le même, elles se manifestent pas de la même manière. Et quand l'homme et la femme vont se rencontrer avec à la base un énorme manque de vie, hein, bien sûr, un manque existentiel par rapport au fait qu'ils ont été coupés de leurs origines, de leurs sources, et qu'ils reportent tout ce manque sur quelqu'un du sexe opposé, cette envie de remplir ce vide. Plus aussi, je pense, le besoin animal de procréer, qui vient donc du cerveau reptilien, d'entretenir l'espèce. Ça fait beaucoup de poussées pour se retrouver, pour se chercher. Et se tomber amoureux est vraiment, mais vous le savez tous, est une sensation
première vue très agréable. Si on regarde un tout petit peu, en tout cas de mon point de vue, si je regarde un petit peu plus près, c'est une souffrance. Parce que dès que la personne n'est pas là, ou que je commence à douter, ou que ça diminue un tout petit peu, je commence à mettre en souffrance. C'est l'espoir qui fait vivre, en quelque sorte. Et très rapidement, et j'en parle dans des vidéos, la vidéo par exemple où je parle de l'amour et l'indépendance, très rapidement, le couple se rend compte que, non, il ne se rend pas compte en fait, mais le côté fusion diminue, puisque on ne peut pas se remplir avec l'autre. L'autre n'est pas fait pour me remplir. Le couple n'est pas fait pour ça. Donc ça fait encore une chose qui rend le couple compliqué.